Si seulement 5 minutes pouvaient décider du destin d'un empire, à quoi ressemblerait l'histoire? À 10h25 du matin, le 4 juin 1942, les flammes engloutirent 3 porte-avions japonais. Les marins sautaient dans des mers en feu. Quelques jours plus tôt seulement, Tokyo croyait que l'Amérique était faible, lente et brisée. Mais dans un petit sous-sol sans fenêtre à Oahu, des hommes armés de crayons et de livres de code avaient percé le secret le plus précieux du Japon. Ils savaient que Midway était la cible. Ils connaissaient le piège et ils étaient prêts. La maladie de la victoire avait aveuglé le Japon, mais la lucidité, le courage et le sacrifice allaient réécrire l'histoire de la guerre. C'est ainsi que 5 minutes ont remodelé le monde au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Durant ces mois-là, le Japon semblait inarrêtable. De Singapour à la Birmanie, son drapeau flottait haut. L'amiral Isoroku Yamamoto, architecte de Pearl Harbor, avait averti sa nation que les usines américaines pouvaient transformer les rivières en chaînes de montage. Pourtant, ces paroles furent noyées par le triomphe. Maintenant, le Japon se préparait à frapper Midway, un grain de corail gardant le chemin vers Hawaï. Tokyo y voyait le coup final pour imposer la paix selon ses conditions. Les États-Unis y voyaient une chance de riposter. Le décor était planté pour la bataille la plus décisive du Pacifique. Au printemps de 1942, le Japon était au sommet de sa puissance. En seulement 6 mois, ses forces avaient conquis Singapour, balayé les Philippines, saisi les Indes orientales néerlandaises et progressé à travers la Birmanie. Aux yeux du monde extérieur, l'empire semblait invincible. Les journaux de Tokyo parlaient de destinée. Les généraux et les amiraux se convainquaient que la marée de la victoire ne tournerait jamais. Au sein du haut commandement naval, une idée dangereuse prit racine. Ils l'appelaient la maladie de la victoire. C'était l'arrogance du succès sans fin, l'habitude de confondre l'élan avec l'inévitabilité. Des commandants tels que Minoru Genda, l'architecte de Pearl Harbor, déclaraient que les États-Unis n'avaient pas l'esprit pour mener une longue guerre navale. Les critiques qui mettaient en garde contre le danger étaient rejetées comme faibles. La dissidence devint un défaut, non un avertissement. L'amiral Isoroku Yamamoto, qui avait étudié à Harvard et servi à Washington, savait mieux. Il avait averti ses supérieurs qu'il pourrait déchaîner les forces pendant 6 mois, mais après cela, il n'avait aucune confiance. En mai, ces 6 mois étaient déjà écoulés. Pourtant, la pression à Tokyo était fiévreuse. Le chef des opérations Matome Uyaki et d'autres poussaient pour une frappe décisive de plus, un coup si écrasant que l'Amérique serait forcée de négocier. Midway, un petit atoll de corail dans le Pacifique, devint la cible choisie. Dans leur esprit, le plan était parfait. Sur le papier, l'ennemi n'avait plus que 2 porte-avions. Le Yorktown, lourdement endommagé à la mer de corail, était censé être hors service pour des mois. Le Japon ne voyait que faiblesse. Ce qu'il ne voyait pas, c'était à quelle vitesse l'Amérique pouvait se relever. De l'autre côté de l'océan, dans un sous-sol sans fenêtre à Pearl Harbor, une bataille d'un autre genre se déroulait. L'endroit était connu sous le nom de Station Hippo. Le commandant Joseph Rochefort et sa petite équipe vivaient parmi d'interminables bandes de messages interceptés, de notes griffonnées et de tableaux de fréquences. Leur tâche n'était pas glamour, mais elle était décisive. Ils reconstituaient des fragments du code naval japonais, le JN-25. Les Japonais croyaient leurs chiffres inviolables, mais jour après jour, mot après mot, Hippo en décrypta suffisamment pour voir la forme d'une opération. Les messages parlaient d'une cible désignée seulement comme AF. À Washington, certains craignaient que AF signifie Hawaï ou même la côte ouest. Rochefort n'était pas d'accord. Il était convaincu que AF signifiait Midway. Il avait besoin d'une preuve assez solide pour faire taire tous les sceptiques. Son idée était simple et audacieuse. Midway reçut l'instruction de signaler par radio ouverte une panne de son système de dessalement, une pénurie d'eau douce. Quelques jours plus tard, un message japonais fut intercepté. Il rapportait que AF manque d'eau. Cette simple phrase dissipa le brouillard. AF était Midway. L'opération étant exposée, l'amiral Chester Nimitz passa à l'action. Il ordonna à l'Enterprise et au Hornet d'appareiller et fit sortir le Yorktown de cale sèche en urgence. Après seulement 3 jours de réparation miraculeuse, les porte-avions furent envoyés vers un carré d'océan au nord-est de Midway, un endroit que Nimitz nomma Point Luck. Là, cachés au regard, ils attendraient. Le Japon croyait tendre un piège. En vérité, l'Amérique avait lu le scénario et déplacé la scène. Pour la première fois depuis Pearl Harbor, les États-Unis n'allaient pas seulement répondre à une attaque,
Ils allaient se tapir et attendre pour frapper les premiers. Avant l'aube, le 4 juin, le vice-amiral Shuichi Nagumo donna l'ordre. 4 porte-avions, l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu, virèrent face au vent. 108 avions rugirent dans le ciel, en route vers Midway. Leur mission était simple, écraser la puissance aérienne de l'île, puis préparer l'invasion. À 6h30, les bombes s'abattirent sur les pistes et les dépôts de carburant de Midway. Les hangars brûlèrent, mais les défenseurs ripostèrent. Des pilotes de Marines dans des chasseurs obsolètes s'élancèrent dans le ciel, et les artilleurs anti-aériens remplirent l'air de gerbes noires de feu. Midway était meurtrie, mais elle ne mourut pas. Le terrain d'aviation respirait encore. Le chef de l'attaque renvoya un message simple. Midway nécessite une autre attaque. Ce simple rapport entra en collision avec le plan soigneusement écrit de Nagumo. Ces avions de réserve étaient déjà armés de torpilles et de bombes perforantes, prêts à frapper les navires ennemis s'ils apparaissaient. Pour frapper Midway à nouveau, les équipages devraient retirer les munitions navales, monter des bombes terrestres et tout ravitailler. Nagumo faisait face à un choix brutal. Garder la réserve armée pour les navires et risquer de laisser Midway en vie. Ou réarmer pour une attaque terrestre et risquer d'être pris avec des hangars remplis de vapeur d'essence, des bombes sur des chariots et des avions de retour tournant en cercle avec peu de carburant. Il choisit la seconde option. Sous le pont, le chaos prit le dessus. Les chariots de bombes grinçaient, les tuyaux de carburant serpentaient sur les sols des hangars. Les équipages luttaient avec des chargements à moitié changés, tandis que la première vague d'avions commençait à revenir, désespérés d'atterrir. La doctrine japonaise exigeait des ponts dégagés pour la récupération. Ainsi, les ascenseurs se bloquaient avec les armes, tandis que les cieux se remplissaient de pilotes fatigués à court de carburant. Puis vint un autre coup. Un avion de reconnaissance retardé au décollage signala enfin avoir repéré des navires américains, et un porte-avions parmi eux. Les ordres furent à nouveau inversés. Les torpilles devaient être remontées, les bombes devaient être descendues. Les ponts devinrent un piège d'acier, de carburant et d'explosifs. La flotte de Nagumo, conçue pour la précision, se noyait soudain dans la confusion. Dans une guerre de porte-avions, les minutes étaient tout. Maintenant, les minutes s'échappaient. À 9h20 du matin, le premier escadron de torpilleurs américains trouva l'ennemi. Ils arrivèrent bas et lentement, pilotant des TBD Devastator obsolètes. Le lieutenant-commandant John Waldron de l'escadron de torpilles 8 du porte-avions Hornet avait dit à ses hommes avant le décollage « Même si un seul avion survit, il doit quand même attaquer ». Au-dessus des eaux bleues près de Midway, cette promesse devint réalité. La patrouille aérienne de combat japonaise de chasseurs Zero plongea comme des faucons. Le feu des canons déchira les ailes fragiles. Les Devastators explosèrent en flammes ou firent des tonneaux dans la mer. Un par un, les avions furent détruits. Quand ce fut terminé, chaque appareil avait disparu. Seule l'enseigne George Gay flottait dans l'eau pour raconter l'histoire. Peu après, les escadrons de torpilles de l'Enterprise et du Yorktown arrivèrent. Eux aussi foncèrent contre des chances impossibles. Les canons anti-aériens tenaient. Les porte-avions viraient violemment pour éviter les sillages des torpilles. Les dévastateurs continuaient à foncer, mais leurs armes manquaient leur cible ou étaient facilement esquivées. Presque tous les pilotes furent perdus. Depuis les passerelles japonaises, cela ressemblait à une victoire nette. L'ennemi avait été imprudent, et il avait été puni. Mais les apparences mentaient. Ces attaques de torpilles condamnées avaient attiré les chasseurs japonais au niveau de la mer. Ils avaient brûlé du carburant, s'étaient dispersés dans la poursuite et avaient laissé les cieux au-dessus faiblement défendus. C'était un sacrifice mesuré non en coups au but, mais en temps. En attirant les Zéros vers le bas et en forçant les porte-avions à des manœuvres d'évitement, les escadrons de torpilles avaient ouvert une fenêtre. Cette fenêtre ne durerait que quelques minutes, mais ces minutes allaient changer la guerre. Au-dessus du Pacifique, le commandant Wade McCloskey de l'Enterprise faisait face à une décision. Son carburant était presque épuisé. Il pouvait faire demi-tour ou parier. Puis il repéra un destroyer japonais solitaire filant à pleine vitesse. McCloskey suivit son sillage et le pari fut payant. Hors de la brume, les porte-avions japonais apparurent en dessous, dispersés sur l'océan comme des cibles sur un champ de tir. À 10h20, McCloskey donna le signal. Des dizaines de bombardiers en piqué SBD Dauntless basculèrent dans des plongées abruptes. La lumière du soleil scintillait sur les ailes tandis qu'ils hurlaient vers le bas. En dessous, la flotte japonaise était en désarroi. Les chasseurs attirés vers le bas par les attaques de torpilles, les ponts encombrés d'avions ravitaillés et armés, les hangars bourrés de bombes et de vapeur d'essence,
le Kaga fut le premier à souffrir. Les bombes fracassèrent ses ponts, déclenchant des tempêtes de feu qui balayèrent les avions alignés, bout d'aile contre bout d'aile. Quelques instants plus tard, l'Akagi fut touché par une seule bombe parfaitement placée, qui déclencha des explosions secondaires. Puis, le Soryu fut frappé, son hangar avant s'embrasant en un enfer instantané. En l'espace de 5 minutes, 3 fiers porte-avions, les mêmes navires qui avaient frappé Pearl Harbor, étaient mortellement blessés. Depuis les passerelles de ces navires, l'incrédulité se transforma en horreur. L'océan bouillonnait de fumée et de feu. Pour le Japon, la bataille décisive qu'ils avaient recherchée s'effondrait sous leurs yeux. Pour l'Amérique, ces 5 minutes devinrent le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Parmi la fumée et le chaos, un porte-avions japonais vivait encore. Le Hiryu, sous le commandement du contre-amiral Tamon Yamaguchi, préparait ses avions pour une contre-attaque désespérée. Il n'y avait pas de temps pour le deuil. Les ordres étaient secs et urgents. Les équipages ravitaillaient les bombardiers en piqué et les avions torpilleurs, les poussant sur le pont. La détermination de Yamaguchi était inébranlable. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance de riposter, il la saisirait. Juste après midi, le premier groupe d'attaque du Hiryu trouva le Yorktown. Les bombes déchirèrent ses ponts, allumant des incendies et remplissant les compartiments de fumée. Pendant un moment, il sembla que le porte-avions américain était condamné. Mais les équipes de contrôle des avaries travaillèrent avec une rapidité stupéfiante. En 1 heure, le Yorktown naviguait à nouveau, rafistolé et combattant. Yamaguchi lança une seconde vague. Cette fois, des avions torpilleurs. Ils percèrent l'écran américain et frappèrent juste. 2 torpilles s'écrasèrent dans le flanc du Yorktown, inondant les compartiments et coupant son énergie. En fin d'après-midi, l'ordre fut donné d'abandonner le navire. Le Yorktown avait survécu à la mer de corail, mais maintenant, il était mortellement blessé. Même ainsi, le répit fut bref pour le Hiryu. Les éclaireurs américains avaient déjà fixé sa position. Les bombardiers Dauntless de l'Enterprise plongèrent à travers les nuages et frappèrent. Les explosions déchirèrent ses ponts. Les incendies faisaient rage sans contrôle. Yamaguchi refusa l'évacuation, choisissant de mourir avec son navire et son capitaine. À la tombée de la nuit, le Hiryu était fini. Le Japon avait commencé la journée avec 4 porte-avions. Au coucher du soleil, les 4 avaient disparu. Quand l'aube se leva le 5 juin, le Pacifique n'était plus le même océan. 4 porte-avions de flotte japonais, l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu, gisaient au fond, avec plus de 300 avions et beaucoup des meilleurs aviateurs du Japon. Ce qui avait pris des années à construire avait disparu en un seul jour. La perte était plus que de l'acier. L'aéronavale japonaise avait été forgée pendant des décennies, sélectionnant uniquement les hommes les plus habiles et les entraînant à travers des années de préparation éprouvante. Ce système produisait des pilotes d'élite, mais il ne pouvait pas les remplacer rapidement. À Midway, une génération de vétérans fut effacée. Pour les États-Unis, le coût était réel, mais supportable. Le Yorktown fut perdu, mais l'Enterprise et le Hornet rentrèrent au port. Les chantiers navals et les usines américaines travaillaient déjà à une vitesse que le Japon ne pouvait égaler. Chaque mois, de nouveaux porte-avions et avions sortaient des chaînes de montage. Chaque mois, de nouveaux pilotes sortaient des écoles de formation en nombre qui éclipsaient la production japonaise. Stratégiquement, l'initiative changea de camp. Le Japon ne pouvait plus planifier de grandes offensives. Au lieu de cela, il faisait face à la sombre tâche de défendre un empire étendu à travers le Pacifique. Les États-Unis, autrefois sur la défensive, avaient maintenant la liberté de choisir où et quand frapper. 2 mois plus tard, les Marines débarquèrent à Guadalcanal, commençant une campagne implacable qui allait user le Japon. Midway ne fut pas la fin de la guerre, mais ce fut la fin de l'espoir japonais d'une victoire rapide. À partir de ce jour, le temps lui-même devint l'allié de l'Amérique et l'ennemi du Japon. La bataille de Midway fut plus qu'un affrontement de flotte. Ce fut une leçon écrite dans le feu, l'acier et le sacrifice. En seulement 5 minutes, 3 porte-avions japonais furent perdus. À la tombée de la nuit, un 4e les avait rejoints. Un empire qui croyait que la victoire était une habitude découvrit que l'histoire garde sa propre horloge. Midway révéla 3 vérités. Premièrement, l'arrogance peut aveugler même la nation la plus forte. Deuxièmement, dans une guerre de porte-avions, les minutes comptent plus que les mois. Troisièmement, les navires peuvent être reconstruits, mais une génération d'aviateurs d'élite ne le peut pas. Ces vérités changèrent le cours de la guerre dans le Pacifique. À partir de ce jour, l'initiative passa aux États-Unis.
2 mois plus tard, Guadalcanal mit à l'épreuve l'endurance de l'Amérique. 2 ans plus tard, aux Mariannes, les nouveaux porte-avions de classe Essex déchaînèrent des vagues de pilotes entraînés contre des recrues japonaises inexpérimentées. Et en 1945, l'empire qui avait autrefois frappé Pearl Harbor faisait face à la ruine. Midway reste l'un des moments décisifs de la Seconde Guerre mondiale. Elle prouva que le renseignement pouvait être aussi mortel que les bombes. Elle montra que le courage, même dans la défaite, pouvait ouvrir la porte à la victoire. Et elle rappela au monde que pendant la Seconde Guerre mondiale, comme dans toute guerre, l'arme la plus puissante n'était ni l'acier, ni le feu, mais l'esprit humain. Aujourd'hui, quand nous regardons en arrière, nous entendons l'écho silencieux de Midway, un avertissement contre l'orgueil, un appel à l'humilité et un rappel que la paix dont nous jouissons fut achetée à un prix terrible. L'histoire de Midway n'est pas seulement un chapitre de la Seconde Guerre mondiale.